Considéré par certains comme l'un des meilleurs joueurs du championnat belge, il est également considéré par d'autres comme un provocateur fou. L'attaquant de l'Antwerp Football Club, Didier Lamkelzee, nous reçoit chez lui en toute intimité pour évoquer sa vie, ses failles et son futur, le tout sans filtre. Didier, merci beaucoup de me proposer cette invitation chez toi, de m'inviter comme ça à la maison. Ça me fait vraiment très très plaisir. Sache-le, je suis assez touché en tout cas de pouvoir discuter avec toi. Sache que c'est un grand plaisir. Tu sais qu'il y a beaucoup de questions que j'avais, on en a parlé un petit peu en off, même que j'avais sur toi et je cherchais vraiment à comprendre le personnage, la personne, l'individu avant le footballeur. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas pour l'invitation. Je voulais simplement commencer cet entretien en te posant une question très simple. S'il y avait quelques mots qui pouvaient te résumer, en résumant qui tu es en tant que personne, ce serait quoi? Déjà pour commencer, je tiens d'abord à te remercier aussi d'avoir fait le déplacement pour venir chez moi, connaître qui est vraiment Didier Lamkelzee. Je tiens à te remercier aussi. Et voilà, si la question que tu viens de me poser, bon, moi je vais dire que je suis un garçon comme les autres. Je suis un garçon comme les autres, Didier Lamkelzee, qui, voilà, le même Didier Lamkelzee qui aime rigoler, qui aime le football. Et voilà, moi je vais dire, Didier Lamkelzee, c'est un garçon gentil, qui aime le football et qui veut juste jouer au football. Ouais, mais tu as une vie quand même assez incroyable parce que on va parler évidemment de Berthois, du Cameroun. Il y a un passage en Belgique justement par le Sporting d'Anderlecht. Après, tu arrives et Lille revient à la charge et donc tu arrives en France par la suite. Et puis évidemment, on connaît aujourd'hui ton club, le club de l'Antwerp. Comment tu peux résumer, comment tu résumerais ton parcours? Si tu avais quelques petits mots à dire, voilà, le parcours de Didier Lamkelzee, c'est quoi? Bon, si c'est pour résumer mon parcours, je vais dire, voilà, je peux dire que j'ai commencé le football à l'âge de 5 ans, au quartier, comme tous les enfants. Et après, j'allais à l'école. J'allais à l'école parce que mon père, en tant que gendarme, il était dans l'armée. Et pour moi, c'était un devoir. C'était un devoir d'aller à l'école. J'allais à l'école comme tous les enfants. Et en 2000, quand j'avais, je crois, 11 ans, il y a un tournoi appelé Coupe-Top. J'ai participé au tournoi, mais je ne savais pas où ça menait. Au fait, je partais jouer parce que moi, j'aimais le ballon et je voulais juste jouer. J'ai joué ce tournoi. Après 2 semaines, une semaine plus tard, on appelle mon père pour dire que ok, votre fils doit venir à Douala. Il a été retenu dans le meilleur centre de formation du Cameroun. Moi, j'étais étonné. J'ai dit, je suis juste allé jouer et c'est là où ma carrière a commencé et tout. D'accord. C'est exceptionnel. Tu as toujours voulu être joueur professionnel de football? Ça a toujours été ton rêve? Parce que tu me parles de ton papa qui était policier, etc. Il n'y a pas eu d'autres ambitions? Non. Depuis tout petit, je rêvais foot, je dormais foot, je mangeais foot. Le foot était dans ma tête depuis tout petit. Depuis tout petit, mon père essayait de m'orienter à l'école, mais dans ma tête, c'était que le foot. Et justement, tes mentors, tu me dis qu'il n'y avait que le foot, mais forcément, quand on est petit, on rêve avec des joueurs qu'on aime énormément, etc. Est-ce que toi, il y a des joueurs qui t'ont fait rêver, qui t'ont donné cette énergie, cette force? Moi, j'aimais bien voir Ronaldinho jouer. Ronaldinho, mais je vais dire, mon idole, c'était Didier Drogba. Didier Drogba, c'est pour ça, quand vous voyez, quand Didier Lamkelzee est sur les terrains belges, mes célébrations, c'est toujours à la Didier Drogba, sur les genoux, j'ai beaucoup aimé Didier Drogba. Ah, d'accord. Et tu t'es inspiré aussi de lui quand tu as travaillé ton football, quand tu as travaillé ton jeu, que ce soit évidemment au Cameroun ou même maintenant, il y a des choses où tu t'es souvenu un petit peu de ce qu'il faisait? En fait, je me suis inspiré des deux joueurs, Ronaldinho et Didier Drogba en même temps. Ronaldinho dans sa façon de dribbler, ses gestes techniques et tout. Et Didier Drogba, en attaque, je vais vous dire, je ne jouais pas en attaque, je jouais en numéro 10. Et quand j'ai connu Didier Drogba, ça m'a poussé à aller en attaque. Je voulais déjà jouer en attaque. Je voulais jouer en attaque, je voulais marquer des buts et tout et tout. C'est pour ça, vous voyez, avec l'Antwerp, que ce soit en attaque, en numéro 10 sur le côté, moi, il n'y a pas de problème, je joue. On va revenir évidemment sur tout ça par la suite, mais il y a également donc, ce passage au Cameroun, à Douala, l'académie, etc. Quels sont les souvenirs que tu gardes en toi de toute cette période?
Déjà, c'était très difficile pour moi d'arriver à Douala. Je suis arrivé à Douala, je ne voulais pas quitter ma famille. Et quand je quitte Bertois pour Douala, je ne vais pas intégrer l'académie directe. Parce que dans tout le Cameroun, il y a 100 jeunes, 100 meilleurs joueurs qu'on a pris à l'âge de 12 ans. Vous arrivez à l'école de football. Sur les 100 jeunes, on veut juste 20. Ah ouais, ok. On veut juste 20. Sur 100 jeunes, on fait 10 équipes de 10 joueurs. Vous jouez 3 à 4 matchs. Il y a des sélectionneurs qui viennent du Cameroun, sélectionneurs équipe nationale et tout. Ils viennent juger. Et voilà, sur les 100, j'ai été choisi et tout. On a appelé mon père que voilà. Et le truc le plus difficile, c'est de quitter ma famille, au fait. Parce que j'avais 12 ans. L'expérience pour moi, c'était... Je sais pas vous dire, un gamin de 12 ans qui quitte sa famille pour aller à Douala pour faire 6 ans de formation. J'avais beaucoup pleuré. Tous les jours, je voulais rentrer, mais c'est un peu comme ici. C'est le monde professionnel. Tu vas en septembre, je crois, septembre ou août. Tu vois ta famille en décembre, une semaine. Tu reviens en janvier, tu vois ta famille en juin. C'était un peu ça, c'était difficile pour moi. Mais quand tu es enfant, tu ne le vis pas de la même manière que quand tu es adulte. Ça a dû être une déchirure pour toi. Ouais, c'est ça. J'étais triste, au fait. J'étais triste de quitter mes parents, mes frères, mes amis. Tout ce que je connaissais à Bertois, j'ai quitté comme ça. C'est ça qu'on appelle sacrifice. J'ai fait un sacrifice et voilà, au jour d'aujourd'hui, ça paye et tout. Récemment, tu es revenu justement pour un match de gala qu'ils ont fait en ton honneur. Ça a dû être une grande émotion pour toi. Ouais, au fait, le match de gala, je le fais chaque 2 ans, décembre et juin. Le truc, c'est que ça faisait 2 ans que je n'étais pas allé au Cameroun. Je voulais aussi voir ma famille, je voulais voir mes amis. Et la pandémie du coronavirus a un peu tout gâché. Et voilà, j'ai eu la chance d'aller 4 jours au Cameroun. Parce que derrière, je devais aller en vacances avec ma copine. J'ai tout arrangé, je suis allé au Cameroun. Et ça a fait plaisir parce que j'ai ramené des maillots de l'Antwerp. Les gens étaient contents de me voir. On a pris un bon temps, plaisir, bon football et tout. Voilà, j'étais très heureux, j'étais très heureux de repartir dans cette ville qui m'a vu grandir au fait. Il y a quelque chose dont on ne parle pas souvent sur les joueurs justement africains qui vont en Europe, c'est la difficulté aussi à tout changer parce que c'est vraiment une césure complète, quoi. Ta vie n'est plus du tout la même à partir du moment où tu arrives en Europe quand tu es en Afrique. Comment toi tu as vécu ce passage? Parce qu'il y a eu un aller-retour. Il y a eu ce fameux passage à Anderlecht où tu joues avec le maillot d'Anderlecht, tu fais le test, c'était des essais, ouais. Tu restes en Europe et puis tu reviens en Afrique. Bon, on va revenir sur ça. J'ai entré à l'académie en septembre 2009 avec 12 ans et tout. Je fais à mes 15 ou 14 ans, il y a un recruteur d'Anderlecht que déjà j'avais 15-14 ans, j'étais avec les U14 et moi on me faisait déjà jouer la deuxième division avec les seniors de l'académie. Parce que le coach disait que oui, tu peux nous aider avec ta technique, ta vitesse, tu peux nous aider. Et à ma grande surprise, on jouait un match face à Dynamo de Douala. Et il y avait un recruteur d'Anderlecht dans les tribunes, moi je ne savais pas. Moi j'étais sur le banc, on me fait entrer 20 minutes, c'était 0-0. J'entre, je donne la victoire à l'académie. Et une semaine après, le directeur de l'académie me prend, il me dit ok, tu vas aller faire les essais à Anderlecht et tout. Moi j'étais très content. Aller en Europe, un club comme Anderlecht, je suis arrivé à Anderlecht et tout. C'était bien, mais il faisait trop froid. Ouais. Moi, c'était la première fois que je jouais dans le froid. Déjà à l'aéroport, il faisait trop froid. J'étais là, mais qu'est-ce que je viens faire ici? C'est mieux, je restais chez moi et tout. Au final, je suis arrivé, j'ai côtoyé des joueurs comme Tillman de Leicester et tout. Bastien, le capitaine du Standard, il était aussi là. Mbokani, Bemba qui joue à Porto et à Chouimpong. J'ai côtoyé beaucoup de joueurs à Anderlecht et tout. C'était vraiment bien. Ils m'ont bien accueilli et tout. Je me sentais comme chez moi. Et c'était la première fois aussi que j'ai assisté à un match professionnel. J'ai vu Anderlecht gagner le titre face à Zulte Waregem, je crois. Ouais, je me rappelle. C'était bien pour moi, c'était très bien.
Le stage est fini, ils m'ont dit d'attendre mes 18 ans, ils vont me faire signer. Ok, je suis retourné à l'académie au Cameroun. Et derrière, il y avait l'Olympique Lyonnais. Je suis allé, j'ai fait 1 mois et je suis revenu. Après, il y avait les Girondins de Bordeaux, j'ai aussi fait 1 mois et je suis revenu. Et au final, c'est Lille qui ne m'avait même pas encore vu jouer et tout. Ils sont venus au Cameroun, ils m'ont proposé un contrat à 17 ans et je devais attendre 18 ans au Cameroun. Voilà, après j'ai signé à Lille. Et puis finalement, c'est Lille qui est arrivé, qui a décidé qui a remporté. Il y a eu une bataille à ce moment-là, hein, d'autres clubs où il y a vraiment que Lille qui est arrivé. Non, il y avait d'autres clubs, mais après, moi j'étais petit, moi je ne pouvais pas encore faire le choix. Moi, mon rêve c'était de jouer professionnel, de jouer dans un club. Bon, les dirigeants ont choisi le bon truc pour moi, c'était Lille. Moi, je n'avais pas de choix, moi je voulais juste quitter le Cameroun. Jouer pour faire plaisir au peuple camerounais, à ma famille, jouer à la télé pour qu'on puisse aussi me regarder et tout. Voilà, ici à la Lille, c'était bien, c'était bien. Et justement, cette époque de Lille, le domaine de Luchin, comme on l'appelle, comment tu as vécu ce passage? Parce que on peut y voir des choses très positives, puisque c'est la première fois que tu apprends à t'adapter en Europe, et tu me dis que c'est difficile quand il y a le froid et tout ça, ça doit être une vraie galère. Mais comment tu as vécu cette transition là-bas? Je vais revenir sur le froid, parce que quand Lille ils viennent au Cameroun, ils me font signer le contrat. C'était en octobre, je crois. Ils me font signer le contrat. Et je dois repartir à Lille en janvier. Je dois attendre 18 ans pour aller en janvier. Ils me font signer le contrat. Ils proposent à l'académie, ok, il vient juste 1 mois d'adaptation en novembre et tout. Puis j'ai dit ok. Quand j'arrive à Lille, mais il fait plus froid qu'en Belgique. Il fait plus froid. Il y a des fois, je disais, mais qu'est-ce que je fais ici? Il y a entraînement, je ne sors même pas. J'ai dit que je suis malade, je mets la couette. Il dit non, il fait trop froid, il neige et tout. T'as galéré quoi? J'ai galéré, j'ai beaucoup galéré et tout. M'adapter, ça glisse, le terrain qui glisse, la neige et tout. Les 1 mois sont finis, j'étais très content de revenir voir ma famille. Mais en janvier, je devais repartir. C'est comme ça. Encore une fois, en fait, toute ton enfance et même le début de ton adolescence vers l'âge adulte, ça a été que des histoires de déchirures. Je ne sais pas si tu remarques. Il y a eu un moment, évidemment, quand tu quittes ton village. Il y a ce moment, évidemment, quand tu vas en direct, tu retournes. Donc, il y a encore ce déchirement-là. Une nouvelle adaptation. Ça construit un mental d'acier, non? Didier, il n'y a personne qui peut l'arrêter, là. Non, après, pour parler de mon mental, ce que les gens disent sur moi, c'est que ça ne peut pas toucher mon mental. Au fait, je suis comme ça. Je suis comme ça, mon mental ne peut pas descendre. J'ai un mental, soit ça reste là, soit ça va plus haut. C'est ça, au fait, ma force, mon mental. J'étais à Lille, après Lille, ça ne s'est pas très bien passé et tout. Je n'ai pas réussi à avoir mon contrat pro que je voulais. Qu'est-ce que je fais? Je suis redescendu en Ligue 2, à Nyon, en France. J'ai fait deux bonnes saisons là-bas, 2 très bonnes saisons, je marquais des buts et tout. Et après, on m'a proposé l'Antwerp. Je me suis renseigné un peu parce que j'avais quelques joueurs qui jouaient ici. Ils m'ont dit ouais, c'est un bon club et les supporters c'est chaud là-bas et tout et tout. Voilà, j'ai donné mon accord et je suis venu à Anvers et tout. Mais ce qui est fou, c'est que toi tu es quelqu'un qui ne te cache pas. C'est-à-dire que quand tu as quelque chose à dire, tu le dis. Que ce soit avec le sourire ou en étant fâché, etc. Tu es 100% authentique, 100% vrai. Et on est dans un milieu du football où la plupart des gens ne disent pas ce qu'ils pensent. Comment toi tu vis cette espèce de contradiction où tu dis que tu es un petit peu... Est-ce que tu dis parfois je suis un garçon à part? Je suis un petit peu une sorte d'incompris comme ça? Après dans le football, il y a toujours des jaloux, il y a toujours des hypocrites, il y a toujours les gens comme ça. Ce qui est là avec moi, je suis un gars que je dis toujours la vérité. Que ce soit au vestiaire de l'Antwerp, que ce soit avec mes potes. C'est pour ça que la majorité des joueurs d'Anvers, ils m'aiment bien. Que ce soit Mbokani, Sek, Dylan, Alexis Dessa, ils m'aiment bien parce que quand moi j'ai un truc à dire, je suis capable de stopper la réunion du coach et dire ce que tu dis, c'est pas bien. Je viens, je dis en face, mais il y a d'autres ici, surtout à Anvers. Dans le vestiaire, il y a d'autres, oh là là, tu dis un petit truc, ils sont allés voir la direction. DJ Lamkelze a fait ça, DJ Lamkelze a fait ça. Même Boukani vient me dire, souvent, ne parle pas comme ça, parce que tu sais bien, ici, il y a des balances. Il y a des gens, il y a toujours ça. C'est toujours comme ça, toujours comme ça. Mais moi, je ne regarde pas ça. Déjà, je vais revenir sur un petit truc. Quand Laszlo Bologna était là, il y a des joueurs qui allaient voir Bologna
que non, Didier il dérange, il ne faut pas qu'il doit jouer et tout. Et Bologna, qu'est-ce qu'il fait? Il m'appelle derrière. Comme tu vois là, il y a tel joueur qui sont venus me voir, mais moi, je ne les écoute pas. Pour moi, tu me fais gagner des matchs, tu vas jouer. Tu vas jouer. Quand Bologna me donne les noms des joueurs, moi, je m'en fous. Je ne vais pas dire pourquoi. Demain matin, tu viens, je te salue. En souriant, pas de problème, je n'ai pas de problème avec toi. Continue de parler de moi. Moi, je viens, je joue mon football. Si je peux faire gagner des matchs, je fais gagner des matchs. Je rentre chez moi, je prends le plaisir à mes amis et c'est tout, basta. Qu'est-ce que tu penses qui les gêne à ces gens-là? Qu'est-ce qui gêne justement est-ce que c'est ta personnalité? C'est le fait que tu sois rayonnant, tu es le soleil comme ça, tu sais, tu es là, tu prends la place, tu as cette personnalité importante. Est-ce que ça gêne des gens qui sont peut-être moins soleil, moins solaires? Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Mais après, je peux dire oui. Comme je t'ai dit, il y a toujours les jaloux. Si une personne est jalouse de toi, il ne va pas venir te dire. Il y a peut-être que ceux aussi, ouais, ils sont fâchés, DJ joue à sa place, ou peut-être que vas-y, DJ fait une connerie, mais il joue toujours. Après, c'est au coach de faire le choix. Si le coach me dit, DJ, aujourd'hui tu es sur le banc, je ne vais pas aller dire au coach que pourquoi tu me mets sur le banc. Je vais m'asseoir sur le banc. Si le coach il a besoin de moi, il va me faire jouer. Donc c'est un peu ça. Et moi, je crois aussi que c'est ça, c'est la jalousie, c'est le fait de voir que non, DJ c'est le leader, c'est lui qui peut faire gagner les matchs. Il y a d'autres qui prennent mal, il y a d'autres qui... Mais tu te rends compte quand même qu'à chaque phrase que tu sors, ça fait à chaque fois l'actualité. Sur les réseaux sociaux, dans la presse, que ce soit la presse flamande ou la presse francophone, je veux dire, on parle tout le temps de toi et on cherche jamais à savoir qui tu es vraiment. C'est aussi pour ça que je suis très content d'être ici, parce que j'ai quelqu'un en face de moi que j'apprends à connaître, tu comprends? Est-ce que ça aussi, ça t'a parfois posé un problème? Ça me pose... Au fait, je vais revenir sur un petit truc. Déjà au vestiaire de l'Antwerp, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que déjà je vais vous dire, moi je ne suis pas un gars raciste, je ne suis pas un raciste. La preuve c'est que mon meilleur ami c'est un Autrichien. C'est qui? C'est Nando Nucingen, c'est son mari là. Ah oui, ok. C'est un Autrichien, je ne suis pas un raciste. J'arrive au vestiaire, je rigole avec tout le monde. Le petit problème, peut-être je crois que c'est un petit problème, le petit problème c'est quoi? Au vestiaire, ce n'est pas tout le monde qui parle néerlandais, ce n'est pas tout le monde qui parle anglais. Une personne comme moi, je ne parle pas néerlandais, je ne parle pas anglais. Quand j'arrive au vestiaire, je fais quoi? Je me rapproche plus de ceux qui parlent français. Alexis Dessa, Sek, Mbokani et tout. Ceux qui ne parlent pas français, peut-être qu'ils vont mal prendre, ils vont dire quoi? Non, DJ ne veut pas parler avec nous. Mais non. Mais non. DJ, c'est un gars, il vient, il communique avec tout le monde. S'il peut mettre l'ambiance, il met l'ambiance. Après, tu parles néerlandais, tu n'as pas envie de parler avec DJ. Les médias belges de l'Antwerp, il y a ceux qui parlent néerlandais, peut-être qu'ils ne comprennent pas bien. Après, je peux faire l'interview avec un média belge ou d'Anvers. Ce que je dis, c'est même pas ça qu'il écrit. Il peut rajouter sa part. Après, ils se font les opinions sur moi. Ils se font les opinions sur moi. Voici. Et voici une nouvelle saison. Ils ont écrit que le coach m'a mis de côté, mais le coach ne m'a jamais mis de côté. Le premier jour, je suis allé voir le coach, j'ai dit, coach, je ne veux pas que tu me mettes dans ton groupe parce que j'ai envie de quitter le club. Je ne veux pas que tu te fasses une mauvaise image de moi. Je ne veux pas, c'est mieux, mets-moi à côté. Je règle mes histoires avec le club. Si on trouve l'entente, je reviens dans le groupe, la tête tranquille. Si on ne trouve pas l'entente, je peux faire partie. Mais je ne veux pas que tu commences à dire que DJ il a fait ça, DJ il a fait ça. Il dit non, ça ne se passe pas comme ça, c'est mieux, mets-moi à côté. Et quand j'ai dit ça au coach, il m'a dit non, tu dois revenir le lendemain. Le lendemain, je suis revenu. Vu que moi, j'ai envie de quitter le club, j'ai fait exprès. Le rendez-vous, c'était 9h. Je suis arrivé à 9h30. J'ai fait exprès. Je suis allé faire le massage. Je suis rentré chez moi. Et vu qu'il y avait les médias à côté, ils ont dit quoi? DJ, il vient à 9h, 9h30, il rentre à 10h. C'est bon, le coach a chassé DJ. Ils ont publié direct. Mais si tu appelles le coach devant moi, on demande au coach, est-ce que tu as chassé DJ? Il va dire, il n'a jamais chassé DJ. Ce sont les médias qui ils veulent toujours mettre le feu, au fait. Ils veulent toujours mettre le feu. Après, il ne sait pas. Après aussi, et ça on peut le dire aussi, il y a un moment donné où toi aussi, tu as eu cette personnalité d'aller voir le club avec un maillot du Berscott quand ça n'allait pas, il y a quelques mois maintenant, et tu y es allé pour manifester ton mécontentement. Ça veut dire que tu n'es pas quelqu'un qui te laisse faire. Tu contre-attaques aussi avec tes outils. Là, je devais contre-attaquer. Et pour moi, je peux dire que là, c'est normal. Le truc, c'est quoi? Ivan Leko, je respecte, j'ai pas un point avec lui. Ivan Leko arrive au club.
Il arrive, il ne connaît même pas ce qui s'est passé dans le vestiaire, il ne connaît même pas l'histoire du vestiaire. Il arrive, il fait ses matchs amicaux. Je ne suis pas là, moi il n'y a pas de problème, j'étais avec la réserve. Il fait ses matchs amicaux, il n'y a pas de résultat. Monsieur Luciano, que je respecte beaucoup, lui, il voulait tellement gagner sa coupe, il a dit ok, ça va. Lui, il a vu les matchs amicaux, il n'y avait rien. DJ, tu viens jouer la coupe. C'est Monsieur Luciano qui m'a fait jouer la finale, ce n'est jamais l'Eco. Parce que l'Eco et moi, on n'a jamais échangé, jamais. Je suis venu, j'ai joué la finale. À ma surprise, liste d'Europa League, je ne suis pas là. Je demande au club pourquoi. On me dit non, Ivan il a fait son truc. J'ai dit simplement au club, donc un nouveau coach arrive, moi je vous aide à gagner la coupe. Il donne sa liste, il sort vos meilleurs joueurs du groupe, vous ne répondez pas. Ils m'ont dit, va avec la réserve. J'ai fait ma bouche pendant 4 mois, je crois. Personne n'a pris de mes nouvelles. Personne. Apparemment... ça t'a touché, ça? Non, ça m'a touché. Ça m'a beaucoup touché, mais je ne voulais pas parler. Parce que mon agent derrière Malik, il m'a dit, ferme ta gueule, va avec la réserve, prends ton plaisir et voilà. Ouais. Je suis à la réserve, c'est que là, moi je ne suis pas un tricheur, je n'avais pas à la réserve. Que ce soit avec les U12, les U15 que je joue, quand je marque, je célèbre mes buts. C'est comme ça. Moi j'ai juste envie de gagner. Il y en a un qui t'a beaucoup sauvé justement dans ces moments-là. On parle de ceux qui ont fait en sorte que ça ne se passe pas bien, mais il y a aussi un autre qui a fait beaucoup de bien pour toi, c'est Lucien Donofrio. Est-ce que tu peux me parler de l'impact qu'a eu Lucien Donofrio, parce que maintenant évidemment il n'est plus à l'Antwerp, mais quand il y était dans ta carrière ici ces dernières années? Bon, déjà moi je tiens d'abord à remercier Luciano parce que être en Ligue 2 et il m'a vu en Ligue 2. Il a fait l'Antwerp à dépenser 1 million d'euros sur moi. Il y a peu de clubs qui peuvent faire ça. Et lui, il a fait ce pari, il a mis 1 million sur moi. Je suis arrivé, j'ai joué. Malgré toutes les difficultés que je croisais en route, lui, il croyait toujours en moi. Il croyait en moi, il savait que oui, DJ, il peut apporter un truc à cette équipe et tout. Il a toujours cru en moi, au fait. Même quand j'étais en bas, il a essayé de me faire revenir. Il était toujours là. Et comme je vous disais, dès qu'ils ont vu janvier arriver, apparemment, l'Eco devait partir en Chine. Et ils m'ont dit quoi? Cherche une porte de sortie, tu vois, en prêt. J'ai trouvé une porte de sortie avec le Panathinaikos. Je ramène l'offre. Ils commencent à tourner et tout. Non, on ne veut plus donner DJ et tout. L'Eco va aller en Chine et tout. Moi, j'ai dit, mais là, il ne me respecte pas. Moi, j'ai mis 4 mois avec la réserve. Personne n'a pris de mes nouvelles. Ivan Leko, il va en Chine. Vous revenez vers moi. J'ai dit non, là, ça ne va pas, laissez-moi partir. Ils ont commencé à dire non, si tu ne veux pas, tu vas aller à la réserve. Et moi, je devais réagir. Je me suis dit quoi? Comme vous ne voulez pas m'écouter, le seul moyen, c'est de provoquer les supporters. Provoquer les supporters, j'ai mis le mot d'Andelec. Andelec, c'est passé, on va dire c'est passé. Mais j'ai réfléchi, j'ai dit quoi? Pour provoquer les supporters, la meilleure façon, c'est de mettre un maillot de Bescotte. Si je mets un maillot de Bescotte, là, ça va prendre feu, ça va provoquer les supporters et tout. Et c'était pour toi la clé? Pour moi, ça, c'était la clé. Si on ne trouvait pas une solution, c'est que là, si on ne trouvait pas une solution dans les jours à venir, pour moi, je devais mettre le maillot de Bescotte. Et ça devait créer les problèmes. Peut-être que là, il devait me laisser partir et tout. Mais donc, tu comprends que les gens disent parfois Didier Lamkelze, il est incroyable, mais il est fou. C'est une folie, c'est quelque chose qu'aucun joueur n'aurait fait. Toi, tu l'as fait parce que tu avais une situation très difficile que tu devais régler par toi-même, qu'il n'y avait personne qui pouvait t'aider pour le faire, et tu as décidé de le faire. Mais dans l'histoire du football, même du football belge, on n'a jamais vu ça. Tu le sais quand même, ça. Ça, on n'a jamais vu, mais si c'est vous à ma place, c'est que vous allez dire quoi? Non, il faut réagir. Ça, c'est... Pour moi, c'était un manque de respect, ça. Ouais. Déjà, vous ne me mettez pas en Europa League, j'ai fait ma bouche. Vous m'envoyez 4 mois avec la réserve. Personne ne prend de mes nouvelles. Dès que vous ne coachez pas, vous revenez vers moi. Pour moi, ça, c'est un manque de respect. Ça, c'est un manque de respect.
Je vais te montrer quand même une photo, la fameuse photo que tu as mis sur ton compte Instagram. Une photo que, bon, moi ça m'a plutôt fait rire parce que je connaissais un petit peu la personnalité, mais bon, je pense que ça a fait réagir énormément de personnes, même sur les réseaux, etc. Je pense que les gens s'amusent bien avec toi, ils doivent te suivre sur les réseaux parce que tu les ennuies pas. C'est évidemment cette photo avec les jaloux du vestiaire. Attends, je vais voir si je peux la retrouver. Toute façon, tu sais très bien de quoi je parle. Cette fameuse photo, donc les jaloux du vestiaire, comment tu réagis par rapport à ça, cette idée-là? Ah voilà, c'est bon, je l'ai. Voilà, tu vois, je l'ai trouvé. Les jaloux du vestiaire, j'ai décidé de finir mes 2 ans de contrat ici à l'Antwerp. Le patron est de retour, DLZ avec le Lion. Ouais, ben c'est normal. Là, c'est parce que non, il y a un truc qui n'est. Il y a des gens qui voulaient ma chute. Il y a des gens qui voulaient, je vais appeler ça comme ça, qui voulaient me voir enterré, qui voulaient ma mort. Mais je ne me cache pas, il y a des gens au club, des joueurs comme moi, qui veulent ma chute, qui veulent. Ils ont tout fait. Ils ont tout fait. Ça fait 3 ans, ils essaient de me voir tomber, mais je suis toujours là. On m'a envoyé la réserve. Je suis revenu, j'ai aidé le club. Je suis revenu en janvier, j'ai participé, j'ai aidé le club à se qualifier. J'ai mis le dernier but face à Anderlecht, le club en Europa League grâce à Didier Lamkelzee. Mais ils ne veulent pas avouer. Même venir dire ok Didier, mais si tu nous as aidé le club et tout, ils ne peuvent pas dire. Ils peuvent pas dire, c'est comme ça. Ouais. Effectivement, c'est quand même très triste de se retrouver dans cette solution-là quand on est, et j'en parlais avec Stéphane Strecker, que tu connais, le consultant pour la RTBF, qui lui aussi analyse chaque semaine le football belge, qui me disait, il y a un jour, il m'a appelé, il m'a dit, écoute Sacha, est-ce que tu peux me donner honnêtement un joueur meilleur que Didier Lamkelzee à son poste? Alors, tu vois, on a commencé à discuter. J'ai dit, bon, il y a Théo Bongonda, il y a d'autres joueurs, etc. Ils ont certains profils. Ito, tu vois, on a parlé de tout ça. Mais il m'a dit en qualité pure, en qualité intrinsèque. Quelqu'un qui, quand son club est dans la difficulté, peut faire la différence, même si ça ne va pas bien. Et qui change le match comme ça. Et à qui on n'a jamais mis dans les bonnes conditions. Il y a qui? J'ai dit, c'est vrai qu'effectivement, Didier, il est très important là-dessus. Est-ce que tu comprends aussi cette analyse que nous, les observateurs, on peut avoir sur toi, en se disant qu'on ne lui a rien donné, on fait tout pour le mettre en difficulté, et même sur le terrain, il arrive à sauver son équipe? Non, si on prend d'autres joueurs de ce championnat, je ne sais pas, peut-être Noalan, Ito, on met Antwerp, avec ces conditions que j'ai, le contrat que j'ai et tout, des joueurs qui veulent te voir tomber, je ne suis pas sûr qu'ils vont s'en sortir comme moi. Ils peuvent s'en sortir, mais pas comme moi. Pas comme moi. C'est une galère. Hein. C'est une vraie galère. C'est une galère, mais je suis obligé d'accepter. Je suis obligé de supporter parce que j'ai un contrat avec eux. Et voilà. Mais je suis sûr de moi, sûr et certain à 100%, si j'étais dans un club comme Bruges, Anderlecht ou le Standard, très très bon contrat, mais jamais on n'entend parler de Didier Lamkelzee. Je suis très sûr. Quoiqu'au Standard, avec tout ce qui s'est passé, évidemment, par la suite, lors le fameux match de Coupe de Belgique, où tu t'es fait une réputation, on peut le dire. C'est ce match qui a lancé toute la réputation entre Didier Lamkelzee et les supporters. Est-ce que ça, c'est aussi des choses qui ont pu t'exciter? Est-ce que le Standard, c'est par exemple un club qui aurait pu t'attirer pour ça, pour cette chaleur, parce que Didier Lamkelzee avec le Standard, j'ai un peu l'impression que c'est une bonne marmite qui explose. Non, le Standard est un bon public. J'ai bien aimé l'ambiance là-bas. Malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé, mais même avec ça, je reçois, je ne peux pas vous mentir, je reçois, dès qu'il y a une petite rumeur que Didier Lamkelzee quitte l'Antwerp, je reçois plein de messages des supporters du Standard me disant, Didier, viens ici, tu vas être accueilli comme un roi, tu vas être à ta place, on va bien t'écriter, on a besoin d'un joueur comme toi. Je reçois plein de messages, plein de messages comme ça. Et moi, ça me fait très plaisir qu'il y a des gens comme ça qui me veulent dans leur club et tout. Moi, ça me fait très plaisir. Ouais. Il y a quelque chose que tu me disais en off, tu me dis on ne peut pas s'imaginer à quel point c'est compliqué dans le vestiaire de l'Antwerp de vivre au quotidien, à quel point c'est difficile. Est-ce que tu penses que ce serait mieux si tu allais dans d'autres vestiaires? Est-ce que tu penses que c'est pas la même chose à peu près partout? Non. Déjà, je vous ai parlé du fait que ici, je vais dire quoi? Ici,
je n'ai pas un contrat à ma juste valeur. Parce que moi, j'ai vu, il y a des joueurs qu'on a prêtés à l'Antwerp qui viennent des clubs, je ne sais pas où, mais des très bons contrats. Tu te rends compte qu'ils ne jouent pas là-bas, il vient en veste, il ne joue même pas. Mais c'est incroyable. Ça. Mais il gagne plus que toi. Mais c'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Le fait, c'est que moi, je suis sûr de moi. Si je vais au Standard, ils vont me créer à ma juste valeur. Standard, Bruges, Genk ou Anderlecht, ils vont me créer à ma juste valeur. Et là-bas, Didier est tranquille dans sa tête. Il peut aider ses proches. Et voilà, il va juste jouer au football. Tu vois, tu n'hésites jamais à dire ce que tu penses. Et c'est, je pense, pour moi, une force. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou tu penses que c'est plutôt parfois ça peut te desservir, ça peut être une faiblesse? Le fait de dire les choses comme ça, de manière sans filtre, honnête, est-ce que ça peut te servir ou te desservir? Moi, je préfère dire les choses en face. Pour moi, c'est mieux. Il ne faut pas tourner autour du pot. Tu es en face de Didier, tu fais l'hypocrite. Derrière, tu parles de moi. Non. Si tu as un truc à me dire, tu viens, tu me dis, je ne vais pas me fâcher. C'est ça que les gens ne comprennent pas là-bas. Ils croient que, ok, il est un peu fou. Si j'ai dit ça, il va se fâcher contre moi. Non. Quand c'est qu'un truc à me dire, parfois il me tire parfois il me tire, il me dit, ok, ça, j'ai pas aimé. Mbokani, c'est pareil. Rafaelov, quand Rafaelov, il a un truc à me dire, Rafaelov, il fait quoi? Il attend quand tout le monde est parti. Il appelle Sec. Il parle, Sec traduit. J'écoute ce qu'il dit. Rafaelov, ouais, parfois il parlait sur moi, mais c'est un gars, quand il a un truc à me dire, il vient, il me dit. Mais il y a d'autres là-bas, ils ne peuvent pas faire ça. Quand tu penses à ta carrière, on va revenir un peu là-dessus. Après, on reviendra, si tu veux, sur toute une série d'autres choses par rapport à l'Antwerp. Mais quand tu penses à ta carrière, c'est quoi la première chose qui te vient à l'esprit? Les hauts, les bas, les chemins tortueux, les gens qui essayent de te saucissonner à gauche, à droite. Tu vois, comment tu l'exprimes? Comment tu peux définir ta carrière en ce moment? Tu as 24 ans, tu es encore jeune, mais jusqu'à maintenant. Mais tout ce que je peux dire, c'est... Moi, je vais remettre tout entre les mains de Dieu parce que c'est grâce à lui que je n'abandonne pas et je ne vais jamais abandonner. Donc, actuellement, moi, je remets tout entre les mains de Dieu. Ils peuvent faire tout ce qu'ils voudront faire, mais je ne vais jamais abandonner. Je serai toujours là, toujours et toujours là. Que ce soit les hauts et les bas. C'est vrai que dans ma carrière, je vais dire que j'ai eu beaucoup de bas, au fait. Beaucoup de bas. Beaucoup de bas. Ils ont toujours essayé, mais ils ont constaté, je suis toujours là. Si vous avez remarqué, vous qui regardez le football, quand je suis revenu le premier match face au Cercle de Bruges, j'ai mis un but. Il y a 6 ou 5 joueurs qui sont venus célébrer avec moi. Je ne vais pas me cacher. Les joueurs qui sont venus célébrer avec moi, ce sont des Africains. Je ne suis pas un raciste. Mais les Flamands, ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas. Le deuxième match, je mets un doublé. Je célèbre avec les mêmes joueurs, les Africains. Si vraiment j'étais un mauvais gars, même les Africains, ils devaient dire non. Didier, tu es un mauvais gars, nous on ne vient pas célébrer avec toi. Mais tellement ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas. Et moi, ça ne me dérangeait pas. Moi, je suis capable de mettre un but. Je célèbre tout seul, je reviens. Si je fais gagner, le club prend les 3 points, les supporters sont contents. Le reste de joueurs, vous ne voulez pas. Moi, je m'en fous de vous. Défendez. Nous, on va mettre des buts. On n'est pas obligé de se dire bonjour. On vient, on s'entraîne, chacun va chez lui et c'est tout. Je comprends. C'est dur quand même de vivre ce genre de situation quand on est joueur professionnel. Quand on doit tous les jours se lever le matin et voir les mêmes têtes et se dire ça. Tu me diras, c'est la société. Certains vont au travail, ils voient des collègues, ils ne sont pas forcément contents d'aller avec eux, mais ils sont obligés de se les taper, entre guillemets, parce que c'est le travail, il faut aller ramener l'argent pour se lever, pour payer le loyer, etc. Mais quand on est footballeur, avec la pression du public, avec la pression des médias, etc., toute cette pression et toute cette sensation, c'est décuplé, non? C'est vrai que ça fait bizarre. Après, si tu es un joueur avec un petit mental, tu vas t'enfoncer. Vas t'enfoncer. Moi, personnellement, je vous dis la vérité, ça ne me touche pas. Même si je peux avoir juste un ami au club, je parle avec cet ami, je rigole avec lui, je fais mon entraînement, je rentre. Fini. On t'a vu bien rigoler avec Jonathan Bolingui. L'histoire du vélo, là, c'est incroyable. Ça, je pense vraiment que vous avez des clowns dans le vestiaire aussi. Vous amusez bien. Non, c'est bien. On sait scinder les choses, au fait. On sait scinder les choses.
Quand il faut rigoler, on rigole bien. Quand il faut s'entraîner, on s'entraîne. Parfois, on rigole aussi à l'entraînement. Mais quand c'est le match, là, c'est sérieux. Tu es un joueur imprévisible, je trouve. Capable de mettre un doublé, un triplé dans un match important et capable aussi de péter un plomb, t'énerver et faire en sorte que même toi, tu sors du match. Et est-ce que ça, c'est correct pour toi? Est-ce que tu es d'accord avec moi quand je dis que tu es un joueur imprévisible? Le truc, c'est que moi, au fait, au départ, je ne suis pas un joueur qui défend beaucoup. Si j'ai commencé à défendre, c'est grâce à Bologna. Et moi, le truc qui m'énerve le plus, c'est qu'il y a des équipes, on joue ici à domicile chez nous, mais on recule. Mais ce n'est pas normal. Une équipe comme Anvers, avec des qualités qu'on a, on ne doit pas reculer. On a des joueurs comme Bocani, Rafaelov, Cody, des joueurs qui savent garder le ballon, mais on recule. Et ça parfois, ça énerve et tout. Ça rend fou. Dans l'une des rares interviews que tu as accordées, c'était assez rare, je pense que c'était un média camerounais, tu as dit que je ne suis pas un mauvais garçon. Tu penses que les gens pensent que tu es un mauvais garçon? Ceux qui me connaissent bien, ils vont dire que non, ça c'est faux. Mais ceux qui ne me connaissent pas, qui font leur opinion à eux-mêmes, ils vont dire ouais. Ils vont suivre les médias. Et c'est comme ça ici à Anvers. Et si tu prends là au vestiaire, ceux qui vont dire que DJ c'est un mauvais garçon, ce sont des gens peut-être des jaloux et tout. Et chaque fois que je pars avec la réserve, même les petits que je trouve là-bas, ils savent qu'avec Didier on va rigoler. On va rigoler, même pendant les séances, on va rigoler. Est-ce que le fait de te dire, on sait maintenant quand Didier il est là, on rigole, c'est aussi une question de discipline? Est-ce que peut-être que les gens pensent que tu n'es pas assez discipliné, donc c'est vrai ça? Peut-être qu'il y a d'autres qui pensent comme ça. Certains ont quand même voulu à un moment donné faire des grèves parce qu'ils ne voulaient pas que tu t'entraînes parce que tu arrivais trop en retard. Et puis après tu rigolais. C'est fou cette histoire, raconte-moi ça. Mais il y a des choses qui se passent. On devait manger apparemment. Parce qu'ils ont dit c'est obligé de manger. Déjà, Bologna, Francky savaient déjà que je ne me suis pas encore adapté avec la nourriture européenne. Moi, j'aime bien manger africain, restaurant africain, quand ça cuit bien. Et là, quand tu finis... Mila, à Bruxelles. Bon. Quand tu finis, tu es obligé de manger. Je pars, je fais l'effort et tout. Mais il y a un jour, parce que le truc c'est quoi? Quand Bologna était là, il faisait l'effort de parler en français, après il parlait en anglais. Depuis un certain moment, on parle en néerlandais, on parle en anglais. Donc nous qui parlons français, on s'en fout de nous. Nous sommes seulement là comme ça. Ça finit, on sort. Et une fois, il faisait la réunion et tout. Après, il a dit on doit aller manger. Moi, j'ai pas compris, j'avais pris ma douche. Personne ne me dit qu'on doit manger. Je suis rentré. Bocani aussi, il est rentré. Le lendemain, on revient. Pas les Africains, les Flamands du vestiaire. Les Flamands du vestiaire, ils ont dit quoi? Bocani et Didier, vous ne vous entraînez pas. Si vous vous entraînez, nous, on ne s'entraîne pas. Mais on dit pourquoi? Parce que vous n'avez pas mangé avec nous. Parce qu'on n'a pas mangé, ils ont interdit la séance. On devait s'entraîner à 10 h. Ils ont commencé l'entraînement à 12 h. C'est allé chez Sven. Sven, il a parlé à Bocani, moi, ok, ne vous entraînez pas. C'est à 2 jours du match en plus. Moi, il dit à Sven, ok, comme des joueurs décident maintenant qui s'entraînent, qui ne s'entraînent pas, Bocani et moi, on va venir demain, on va doigter un Flamand, il ne va pas s'entraîner, nous aussi on va faire la grève. Après Sven, il a essayé d'arranger les choses et tout. Le lendemain, on a fait la réunion avec les 4 ou les 5 personnes qui ont refusé, parce que c'était des Flamands, c'était des Belges. Et ils ont dit, ouais, pour Bocani, on peut comprendre, mais pour Didier, on dit d'aller manger, tu ne veux pas manger, tu te prends pour qui, des trucs comme ça. Moi, j'ai dit, je vous ai dit. Moi, je n'arrive pas à manger ça. Ça, c'est important à signaler. Il y a beaucoup de joueurs africains, effectivement, qui ont eu des difficultés à se nourrir dans la nourriture européenne. Ouais, c'est ça, le truc avec Bologna. Il avait vu avec Lucien et Sven que, ok, il y a tel joueur qui ne s'adapte pas à la nourriture comme ça. J'ai l'impression aussi que parfois que le public ne te comprend pas bien. Les gens ne comprennent pas bien la personnalité qui est la tienne. Comment t'expliques ça, toi? Tu dois mieux connaître Didier pour savoir qui il est vraiment. Parce qu'une personne comme, je vous prends un exemple, une personne comme Alexis Dessart, il vient de Saint-Tron. Il avait son opinion derrière chez Didier. Didier, il est fou, Didier, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Mais il est arrivé, il m'a vu, au fait, on échange et tout. Moi, je parle avec lui. On échange ça, mais il dit non, mais
ce que les gens disent d'ailleurs, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Non. C'est ça que, comme je te disais, les gens écoutent beaucoup les médias. Ils écoutent. Dès qu'un média écrit un truc, ils vont dire ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Là, ils ont écrit le coach a chassé Didier Lamkelze, le coach ne m'a jamais chassé. Tu as une vie exceptionnelle et il y a aussi des choses, enfin tu as une vie déjà intéressante en tout cas, et il y a des choses aussi que tu as certainement vécues en lien avec le monde du football, les agents, les dirigeants, etc. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton point de vue sur le monde du football ? Quelle est ton image ? Comment tu vois justement ce monde-là, le business du football autour de toi, l'enfant qui aime le ballon, qui aime le jeu ? À l'heure actuelle, les médias belges m'ont tellement sali. Moi, ça me dit rien. Mais à l'heure actuelle, les médias m'ont tellement sali que bon, tout le monde trouve son opinion. Et regarde juste les médias. Quand ils tapent ton nom sur Google, Didier Lamkelze, ça, que ça salit ton image. Que toi, ça ne te fait rien, mais ça salit ton image. Exemple, Barcelone veut m'acheter. Barcelone va regarder Didier Lamkelze. Ils vont tomber sur ça et ça et ça. Même si ce n'est pas vrai, eux, ils vont croire ce que les gens écrivent. Tout à fait. Moi, c'est ça qui me dérange un peu. Le seul truc qui me dérange, au fait, c'est ça. Tu penses qu'on serait capable de dire qu'aujourd'hui, notre interview pourrait salir ton image ? Non. Non. Voilà. Non, parce que toi, c'est différent. Tu es venu, tu veux vraiment connaître qui est Didier Lamkelze et s'il y a plusieurs qui font comme toi, peut-être que ça va un peu changer la vie des autres. Tout à fait. Peut-être que ça va changer la vie des autres, c'est ça le problème. Donc, je ne sais pas s'ils ont peur de moi, s'ils ont peur de... Tu penses que c'est justement, je ne sais pas si... C'est une phrase très intéressante. Je ne sais pas s'ils ont peur de moi. Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui ont peur de toi ? Après, je ne sais pas. C'est un peu comme ce que tu m'as dit. Maintenant, on échangeait, tu m'as dit, ouais, mais quand je te voyais, je croyais que tu étais un gars comme ça, comme ça. Tu es venu, tu m'as dit, quand je te vois, je croyais que tu étais plus grand, les trucs comme ça. Mais... C'est comme ça. Mais ça, c'est ta taille, frangin. Ça n'a rien à voir, tu vois. Mais après, c'est comme ça. Peut-être qu'il y a des médias qui veulent faire comme toi. Mais peut-être qu'ils ont peur de la réaction. C'est pas comme ça. Toi, tu m'as écrit, je n'ai pas dit, vas-y, dégage. Tu m'as envoyé ce que tu fais et tout. J'ai pris, j'ai dit, ok. C'est un gars clair, c'est un gars sincère. Vas-y, je vais faire avec lui. Voilà, c'est un peu ça. Et je te remercie d'ailleurs de cette confiance. Il y a une phrase que j'ai adorée, vraiment, sur ton Instagram, qui est vraiment géniale que tu as mise. Et je suis tellement d'accord avec ça parce que j'ai la même philosophie que toi. Je n'ai pas le temps de détester ceux qui me détestent. Je suis trop occupé à aimer ceux qui m'aiment. C'est quand même la plus belle des phrases. J'aime aussi parler un peu de positif. Voilà, parle-nous un peu d'amour, Olivier. Après, parler d'amour, c'est vrai que... Non, après, t'es insensible, je sais que t'es un doux. Ça, c'est la partie qu'il faut dire aux gens aussi. Hein. Non, mais après, je suis tombé sur une belle Camerounaise et tout. Voilà, ça fait 2 ans qu'on se connaît. Je suis très, très heureux avec elle et tout. Voilà. Tant mieux. Ouais. Justement, je peux aussi dire que c'est d'une partie, c'est elle qui m'a calmé un petit peu. Elle m'a calmé, voilà. Et... Ouais, c'est une bonne personne, Elle t'apporte un peu de la quiétude dans ta vie? Ouais. Stabilité et tout. Ouais. Non, c'est bien. C'est bien pourquoi? Parce que, au fait, depuis que je suis avec elle, je peux dire j'ai la chance et tout. J'ai la chance. Parfois, je ne mange pas bien. Parce que moi, je ne sais pas faire la cuisine. Je ne sais pas. Je suis tout le temps aller manger dehors, commander et tout. Depuis qu'elle est là, elle vient faire manger. Elle fait ça. Elle m'apporte aussi chance et tout. Je dors bien. Voilà, c'est bien d'avoir une personne comme ça dans sa vie et qui te soutient et voilà. Il y a une personne aussi qui est plutôt au-dessus, c'est Dieu. Je suis un croyant, je crois beaucoup en Dieu, Déjà même quand j'étais au Cameroun, j'allais tous les dimanches à l'église et tout, je crois beaucoup en Dieu. Et... Il a une importance particulière pour toi. Comment est-ce qu'il te suit dans ta vie, dans ton quotidien? Comment est-ce qu'il te permet d'être encore meilleur, d'être une personne encore meilleure? Ça s'exprime comment? Non, le truc, pour moi, c'est simple. Le truc, c'est quoi? Tous les matins, avant d'aller à l'entraînement, je fais une petite prière et tout. Je fais une petite prière, je reviens, petite prière, avant de dormir, petite prière et voilà. Moi, je crois beaucoup en Dieu. Déjà, j'avais fait ça avant le match. J'ai fait mon signe de croix, j'ai prié. Et c'est qu'elle est tombée sur moi. Parce que parfois, je m'éloigne un peu ou je fais comme si je vais aux toilettes, je prie vite fait, je reviens. C'est qu'elle est tombée sur moi, il me dit, mon petit, je ne savais pas que, parce que c'est comme ça qu'on m'appelle, mon petit, je ne savais pas que tu
tu priais, Dieu sait que non. Puis moi, je veux pas démontrer à tout le monde que je prie. Mais même chez moi, je prie, je fais mes petits trucs, je remercie le Seigneur et tout, voilà. Dès que j'ai la fin, je remercie le Seigneur de ça, je peux sortir chez moi, je suis pas assis, je dois tout casser à l'entraînement, je casse tout, je reviens. C'est la personne la plus importante de ta vie? Ouais. Très certainement. Et il a une importance capitale dans ma vie et tout. Et moi, j'aime bien. On va parler de l'avenir maintenant, de ton futur. Évidemment, tu as 24 ans, tu es toujours évidemment à l'Antwerp, on l'a dit, il te reste 2 ans de contrat. Mais c'est quoi tes objectifs? Depuis tout petit, moi, mon équipe que j'aimais, que j'aime toujours voir jouer, c'est Dortmund et tout. J'aime bien. J'aime bien le style offensif, le jeu rapide vers l'avant, j'aime bien. Et ici en Belgique, je ne veux pas vous cacher, pour moi, je souhaite quitter l'Antwerp et tout. J'espère que tout ira bien et voilà, je souhaite quitter l'Antwerp, aller dans un autre club et tout, jouer là-bas et être repris à l'équipe nationale du Cameroun, faire la CAN, pourquoi pas se qualifier pour le mondial, parce que l'équipe nationale du Cameroun aussi c'est... Tu as eu une cape, une sélection et ça s'était d'ailleurs très bien passé. Après un match à Bruges, c'est ça? Contre Bruges. Oui, après le match face à Bruges. Après, j'étais avec les sélections jeunes et tout. Mais l'équipe nationale du Cameroun, c'est un truc qui me tient à cœur et tout. Il y a toujours une bonne ambiance là-bas. Et voilà, jouer pour son pays, c'est magnifique. Je vais revenir sur ce que tu as dit. Tu souhaites quitter donc l'Antwerp. Ouais. Quelles sont les raisons justement de cette volonté de départ? Parce que quelques semaines avant, tu as écrit justement dans ce fameux post Instagram, le patron est de retour, je vais rester, il me reste 2 ans de contrat. Et là maintenant tu dis, je souhaite quitter l'Antwerp. Il s'est passé quelque chose entre ce moment et ce moment où tu me parles? Parce que après, dans les médias, ce que Sven Jacques, le directeur, a dit, il n'y avait pas d'offre. Il n'y avait pas d'offre, il a dit. Il a dit, ok, c'est bon, comme il n'y a pas d'offre, pour le moment je reste. Mais là, entre-temps, ça fait 2 ou 3, 4 jours que j'ai posté ça. Entre-temps, il y a eu des offres. Hier, j'étais avec mon manager ici au club. Il y a eu des offres. Et là, ils sont en train de discuter. Voilà, j'espère que ça va se faire. Parce que s'il n'y a pas des offres, je vais rester. Mais s'il y a d'offres, pour moi, mon avenir n'est plus ici. Tu n'es plus heureux? Je ne suis plus heureux ici. Ma tête n'est plus ici. Pour moi, c'est... S'ils sont d'accord de me vendre au Standard demain ou je sais pas où là, je suis pas temps, je veux plus rester ici. Tu sais que les supporters t'aiment, hein, tu l'as dit, évidemment. Au Standard, ça c'est certain qu'ils t'accueilleront les bras ouverts. Non. Ce qui est bien sur moi, c'est quoi? Quand je joue ici à Antwerp, les supporters ils m'aiment. Même quand peut-être qu'on va jouer à, je sais pas, Louvain, quand tu fais un bon match, quand je fais toujours des bons matchs, même les supporters Helvètes sont avec moi. Ils aiment me voir jouer, le truc c'est ça. Parfois je reçois des messages, nous on aime te voir jouer, on aime ça, je suis supporter de tel club, j'aime ta façon de jouer et tout. C'est ça qui est bien, sur le footballeur. Tu dois te sentir aimé, tu dois te sentir... Depuis quelques jours, je ne me sens plus aimé ici. Même la façon que les dirigeants me parlent, quand il y a des dirigeants en haut, par les coachs et les trucs, même la façon que les dirigeants me parlent, tu ne te sens plus comme chez toi, tu as juste envie de quitter, de partir. Tu te sens pas considéré. Je comprends. Je vais te laisser un petit moment à toi, que je te laisse et tu dis ce que tu veux. En face de cette caméra, c'est ma carte blanche. En gros, je donne la carte blanche à Didier Lamkelze. Ça te permet de dire absolument ce que tu souhaites, délivrer le message pour que le monde, les gens, le peuple, les gens qui vont regarder cette interview, te permettent de te livrer et simplement de parler avec le cœur. Donc, tout ce que tu as à dire qui vient du fond de ton âme, tu peux le dire ici. Ok. Salut à tous, surtout à ceux qui vont regarder cette vidéo. Déjà, je suis très heureux qu'il soit là. Il a pris son temps avec son staff de venir chez moi, venir découvrir qui est vraiment Didier Lamkelze, ce que d'autres ne font pas. Et je tiens juste à vous dire que Didier Lamkelze, c'est pas ce que vous écoutez dans les médias, il est comme ça. Ceux qui veulent vraiment connaître Didier Lamkelze, prenez l'exemple sur lui. Demandez-moi le jour que je suis libre, venez, on va parler, on va échanger et tout, pour mieux me connaître. Et voilà, déjà, je souhaite, si vraiment je dois quitter Antwerp, je souhaite vraiment remercier le club de l'Antwerp, ses supporters et tout, ceux qui m'ont toujours soutenu.
Et voilà, j'ai vraiment passé 3 bonnes saisons ici. Et je tiens à remercier Sek et tout. Sek, Mbokani, tout mon gang de l'Antwerp. J'étais vraiment content de jouer avec vous, les gars, vraiment, mais j'ai beaucoup pris le plaisir avec vous. On a beaucoup rigolé et tout. Je remercie aussi ma petite copine Daline et tout, mes parents et mon bon Dieu qui me soutient. Et j'espère que tous les clubs qui voient cette vidéo, n'écoutez pas trop les médias. Proposez juste un bon contrat à DJ Lamkelze. Mettez-moi à ma place et vous aurez une machine de guerre sur le terrain. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est magnifique. Merci beaucoup, Frangin. Merci pour tout. Merci pour ta franchise, vraiment. Merci.